Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici pour le dernier point presse de l'année 2024 et je remercie vivement le colonel Royer d'avoir fait le déplacement depuis Aubagne pour nous présenter la Légion étrangère. Merci également au lieutenant-colonel Dieu-Langard qui nous fait l'honneur d'ouvrir les portes du fort de Nogent pour nous accueillir aujourd'hui. Donc au programme de ce point presse, comme à l'accoutumée, nous commencerons par un point sur les actualités du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous passerons ensuite au focus thématique qui portera, comme vous le savez, sur la Légion étrangère. Et à ce titre, le colonel Jean-Pierre Royer, chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère, nous présentera les spécificités, les traditions et les missions de la Légion. Ensuite, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera le point sur les opérations militaires françaises et il évoquera notamment les moyens militaires déployés pour venir en aide aux populations frappées par le cyclone Chido. À l'issue, nous vous proposerons une visite du fort, fief du groupement de recrutement de la Légion étrangère et point d'entrée de tous les futurs légionnaires. Cette visite vous permettra de marcher sur les pas du candidat de la Légion et vous aurez évidemment la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez lors de la visite et pendant les moments d'échange qui sont prévus. Donc avant de débuter les actualités, je reviens brièvement sur un événement marquant qui illustre la coopération étroite entre la France et ses partenaires en matière de défense. Jeudi dernier, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie a réuni plus de 70 attachés de défense étrangers à Balard, en présence du général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées. Ce séminaire a été l'occasion de présenter aux attachés de défense la politique de défense de la France, ainsi que notre analyse du contexte géopolitique. Organisé chaque année depuis près d'une décennie, cet événement constitue un moment d'échange privilégié entre les membres de la communauté de défense basée à Paris. Je débute donc avec trois actualités en lien avec la préparation opérationnelle des forces. D'abord, à terre, du 12 au 16 janvier, le groupement d'aide à l'engagement amphibie dit GAEA de la 6e brigade légère blindée participera à l'exercice Griffon 25 à Mailly-le-Camp. Cette unité commando facilite l'entrée en premier sur une zone de débarquement en effectuant un travail préparatoire de reconnaissance et de déminage. Pendant 4 jours, 120 militaires du GAEA s'entraîneront avec des radars Murin et des drones SMDR à travers des actions de combat réalistes dans un contexte de haute intensité, c'est-à-dire face à un ennemi paritaire dans un environnement miné et vicié. Cet exercice s'inscrit dans le cycle d'entraînement des unités d'aide à l'engagement et permet la validation de la nouvelle doctrine. Ces unités interviennent au profit de leur brigade interarmes ou en appui d'une force partenaire. Le succès de la mission reposera sur la capacité du groupement à accueillir du renseignement au plus tôt dans la profondeur et à ralentir la progression de l'ennemi. Les exercices de ce type se déroulent en totale autonomie et sans soutien pour des durées supérieures à 36 heures et une séquence sera dédiée aux médias. Si vous vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. En mer maintenant. Samedi dernier, un sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale a réalisé avec succès le premier tir de torpille lourde F-21 de combat sur une cible réaliste. Ce tir a fait sombrer la coque d'un bâtiment de combat dépollué à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Cette expérimentation a permis d'éprouver les capacités de cette torpille lourde issue du programme Artemis et capable de détruire les menaces de surface ou sous-marine. La F-21 est conçue pour équiper les SNA de classe Ruby et Suffren, ainsi que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Elle apporte un niveau de discrétion, un rayon d'action, une vitesse de frappe et une capacité de détection très sensiblement supérieure aux armes précédentes. Ce tir a disloqué la coque d'un bâtiment de combat dépollué qui a sombré à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et enfin dans les airs. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée de l'air et de l'espace a conduit l'opération Poker au-dessus du territoire français. Menée sous les ordres du général Stéphane Virem,
Commandant des forces aériennes stratégiques, cette opération a simulé un raid nucléaire. L'objectif, tester les capacités des aviateurs face à une défense réaliste et exigeante jusqu'à un tir fictif. POCARE permet également de valider les procédures, les équipements et les infrastructures dans des conditions réalistes, tout en testant de nouvelles tactiques. Cette opération mobilise près d'une quarantaine d'aéronefs, principalement des Rafales B et des ravitailleurs A330 MRTT Phoenix. À ces moyens s'ajoutent des avions dits conventionnels qui accompagnent le raid, tels que le Mirage 2000-5, des Rafales C ainsi qu'un AWACS. Les bases aériennes à vocation nucléaire ainsi que les bases aériennes et aéronavales conventionnelles mobilisent également leurs moyens en soutien. Organisée 4 fois par an, l'opération POCARE démontre la crédibilité de la composante nucléaire aéroportée française auprès des alliés, partenaires internationaux et compétiteurs. Les forces aériennes stratégiques mènent en moyenne 70 exercices et opérations de dissuasion par an pour renouveler et entretenir le savoir-faire des aviateurs des FAS. Je passe maintenant au domaine capacitaire, avec les dernières livraisons de l'année. La DGA a livré les 6 derniers véhicules blindés légers régénérés à l'armée de terre au titre de l'année 2024. Ce dernier lot porte à 102 le nombre de VBL livrés en 2024, conformément aux objectifs qui étaient fixés. Pour rappel, le véhicule blindé léger est un véhicule d'éclairage des pelotons de cavalerie blindés de type Jaguar. Il permet également d'effectuer des missions de renseignement tactique ou dans la profondeur. Porté au standard Ultima, le VBL régénéré dispose d'un moteur d'une puissance augmentée de 50%. Plus sécurisés et plus résilients, ces VBL améliorés seront maintenus en service jusqu'en 2035. Cette régénération est réalisée par l'industriel Arcus sur son site de Saint-Nazaire et elle se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2028. Au bilan, avec ces dernières livraisons, l'armée de terre dispose de 349 véhicules blindés légers régénérés. Je continue la présentation des activités avec un bel exemple de soutien du ministère au monde de la recherche historique. La cérémonie de remise des prix d'histoire militaire se tiendra ce soir à l'école militaire. Ces prix sont décernés par le Conseil scientifique de la recherche historique de la défense et la direction de la mémoire, de la culture et des archives. Ils récompensent chaque année depuis 1997 une thèse et un mémoire de Master 2 en histoire. 2 mentions spéciales sont également attribuées par le jury composé de 25 professeurs d'université. Et cette année, les 4 lauréats des prix militaires sont, pour le prix de thèse de doctorat, le docteur Olivier Aranda, pour sa thèse portant sur la marine à Brest et dans l'Atlantique de 1792 à 1799. Pour le prix de Master 2 Gaël B, pour son mémoire de l'expédition de Madagascar, de 1894 à 1895. Une mention spéciale du jury a été décernée au docteur Damien Acoulon pour sa thèse sur les as de l'aviation dans les sociétés allemandes et françaises de 1914 à 1939, ainsi qu'à Alex Mayou pour son mémoire intitulé « Insubordination, criminalité et cohésion militaire, le cas du 41e bataillon du corps expéditionnaire canadien 1914-1916 ». Ces distinctions participent à la reconnaissance de l'histoire militaire et favorisent l'approfondissement des connaissances des armées dans le domaine. Je continue avec le lancement d'une exposition au musée de l'armée de l'air et de l'espace. Le musée propose aux visiteurs de plonger dans l'univers fascinant du vol avec Flight, sa toute nouvelle exposition inaugurée mardi. Des premiers battements d'ailes des oiseaux aux avions les plus innovants, cette exposition dévoile les secrets du vol. Grâce à un parcours ludique et captivant, vous pourrez découvrir les liens surprenants unissant la nature et l'aéronautique. À la lumière des principes scientifiques, biologiques et technologiques, cette exposition dresse les similitudes et différences entre les stratégies de vol des animaux et les prouesses humaines.
Parmi les trésors exposés, des pièces patrimoniales exceptionnelles issues des collections du musée et des objets témoignant des toutes dernières avancées dans le domaine de l'aviation. Conçus en partenariat avec l'Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles, l'Universum de Brême en Allemagne et le parquet des Las Ciencias de Grenade, excusez-moi pour l'accent, en Espagne, Flight marque la première halte de son itinérance au Bourget. Et je vous invite donc à découvrir cette exposition et cette expérience immersive unique disponible dès maintenant au Musée de l'Art et de l'Espace. N'hésitez pas à vous y rendre. Pour conclure ces actualités, j'ai le plaisir de vous annoncer la diffusion de 2 nouvelles productions du ministère. D'abord, le podcast Pensée stratégique qui vous replonge dans l'année 1944. Cet épisode intitulé 1944, comment la France a basculé dans le camp des vainqueurs. Historiens, journalistes, militaires et diplomates reviennent sur les moments clés de cette année décisive. Ce podcast captivant est dès à présent disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et le journal de la Défense, ce dimanche à 19h30 sur la chaîne parlementaire, ne manquez pas le nouvel épisode consacré aux moyens innovants déployés par la Marine nationale pour contrer la menace des drones. Et je ne vous en dis pas plus et vous invite à visionner la bande-annonce pour en avoir un aperçu exclusif. La menace drone. Comment la Marine nationale s'adapte-t-elle? Azimut 57, distance 4 nautiques. Visuel. L'objectif est simple, se préparer au combat de demain. Touché. Les marins ont su se mettre en ordre de bataille en expérimentant des systèmes de défense innovants. Alerte 76. 2 coups partis. Tribord 60, 8 nautiques, 280 pieds. Menace drone en haute mer, dans le journal de la Défense, dimanche à 19h30. Avant de passer au focus thématique, je vous signale également le dernier numéro de l'année de la revue des chemins de mémoire qui est disponible et ces revues sont à disposition à l'entrée de la salle. Donc j'en ai fini avec le tour d'horizon des actualités du ministère. S'il n'y a pas de questions, je passerai au focus thématique. Avant de céder la parole au colonel Royer, je vous propose de revenir brièvement sur les spécificités de cette unité militaire unique au monde. Fondée en 1831 par le roi Louis-Philippe dans un contexte post-révolutionnaire, la Légion avait pour vocation de permettre aux étrangers présents en France de s'engager au service de la nation. Aujourd'hui, la Légion représente 12% des forces terrestres françaises, avec plus de 9500 soldats issus de 145 nationalités différentes. Son organisation repose sur des régiments de mêlée, infanterie, cavalerie, parachutistes, et d'appui direct, génie de combat. Ces légionnaires rigoureusement formés sont réputés pour être des combattants aguerris, capables d'intervenir dans des contextes opérationnels complexes. La Légion étrangère porte fièrement 2 devises, Legio Patria Nostra, littéralement « La Légion est notre patrie », et « Honneur et fidélité ». La première exprime l'idée que la Légion devient une nouvelle famille et une patrie d'adoption pour les soldats venus des 4 coins du monde. La seconde souligne l'importance de la loyauté et de l'engagement sans faille envers la France et ses idéaux. La Légion incarne un modèle unique de fraternité, de solidarité et d'intégration. L'égalité des chances est une réalité qui lie les hommes venus d'horizons différents par une camaraderie profonde et un sens du devoir exemplaire. Je n'en dis pas plus. Et cède maintenant la parole au colonel Royer, chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis le colonel Jean-Pierre Royer, chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère. Fonction que j'ai prise il y a environ 5 mois, puisque auparavant, je commandais le 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane. Je remercie Madame la déléguée pour ces quelques mots sur la Légion étrangère. Je remercie également le lieutenant-colonel Dieu-Langard qui nous accueille ici au groupement de recrutement de la Légion étrangère. Et je vous remercie, vous tous, au nom du général commandant de la Légion étrangère, le général Cyril Loutchenko, d'être présent dans cet endroit très particulier où nombre de légionnaires ont débuté leur carrière. Le général vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pouvoir être présent. Comme il est de tradition à la Légion étrangère, le Père Légion, c'est comme ça que nous l'appelons,
fait le tour de tous ces régiments pour souhaiter un joyeux Noël à ses légionnaires. Il est en ce moment même au 4e régiment étranger à Castelnaudary. Je profite également de l'occasion pour évoquer le 5e régiment étranger, ce régiment de Légion étrangère stationné à Mayotte, qui poursuit actuellement sa mission d'aide à la population, alors qu'il a été également touché. Nous avons une pensée pour eux, ainsi qu'évidemment que pour toute la population de Mayotte. Je vais maintenant m'attacher à vous présenter la Légion étrangère, rappeler très brièvement son origine, mais surtout vous faire un point de situation de la Légion étrangère aujourd'hui. Et enfin, parce que si on est au groupement de recrutement de la Légion étrangère ici à Nogent, on va surtout évoquer Noël, nos traditions, Noël à la Légion. Madame la déléguée a rappelé que la Légion étrangère fut créée en 1831 par Louis-Philippe, roi des Français. Ce service étranger, qui nous semble une exception contemporaine, s'inscrit en fait dans une vraie continuité historique. Souvenons-nous qu'à Marignan, 1/5 des soldats de François Ier parlaient le français uniquement. Près d'1 million de Suisses ont servi la France entre 1515 et 1791 en vertu des capitulations et de cette paix perpétuelle qui unissait nos deux pays. Et puis enfin, la Grande Armée qui entre en Russie était composée à 60% d'étrangers. Bref, quand la Légion étrangère est créée, elle est donc organisée en 7 bataillons, constitués par nationalité. Concrètement, ça ne fonctionne pas très bien. Et donc ce n'est qu'en 1835 que l'amalgame, c'est-à-dire le mélange des nationalités au sein même des bataillons, est mis en place. C'est ce qui constitue la vraie nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant. C'est donc bien l'engagement d'un étranger, dès le temps de paix, pour porter les armes de la France, qui fonde la singularité de la Légion étrangère. Ce que nous pratiquons depuis presque 2 siècles, c'est d'intégrer un étranger en 5 ans, durée du premier contrat, le premier contrat dure 5 ans, à travers des règles extrêmement simples et immuables. La première, c'est la langue unique, le français, l'usage du français. Un légionnaire qui fait sa formation initiale, au bout de 4 mois, doit maîtriser 500 mots de français. Des règles de vie spécifiques, le respect du code d'honneur du légionnaire, que vous avez normalement sur vos chaises, un creuset de formation unique, donc c'est l'école de la Légion, le 4e régiment étranger. Et puis cette troupe d'étrangers, elle est placée sous le commandement d'officiers français, exerçant une bienveillante fermeté. Le témoignage de cet engagement d'honneur et de fidélité, ce sont les 36 000 officiers, sous-officiers, légionnaires qui ont donné leur vie pour la France depuis la création de la Légion étrangère. La Légion, c'est donc près de 9 600 hommes, 12% de la force opérationnelle terrestre, 11 régiments que vous voyez devant vous. 6 régiments dans les forces, cavalerie, génie, infanterie. 2 régiments outre-mer, le 3e régiment étranger d'infanterie, le 5e régiment étranger. Et puis ce qu'on appelle le socle, les 3 régiments du socle. Le 1er régiment étranger à Aubagne, le régiment qui soutient l'état-major. Le 4e régiment étranger à Castelnaudary, c'est l'école, c'est là où passent tous les légionnaires en formation initiale et ensuite tout au long de leur carrière. Et puis le groupement de recrutement de la Légion étrangère ici, où les jeunes candidats frappent à la porte. Cette Légion, elle se porte bien, et elle n'a qu'une ambition, c'est ce qui justifie sa raison d'être. Elle n'a qu'une ambition, l'excellence opérationnelle au service de la France. Le général qui commande la Légion étrangère et qui est responsable du bon fonctionnement de cette force combattante, de sa cohérence et de sa cohésion, assume donc un certain nombre de responsabilités dans les domaines suivants. L'administration de nos légionnaires, la protection, donc les ressources humaines, la protection et la sécurité de ces militaires, les traditions, le patrimoine, le devoir de mémoire. À Aubagne, il y a le musée de la Légion étrangère que je vous invite à aller visiter. La solidarité, l'entraide au profit de nos légionnaires. Vous connaissez certainement l'institution des Invalides à Puy-Loubier, qui est financée par le vin de Puy-Loubier, le vin de nos anciens. La communication et le rayonnement, la revue Képi Blanc, et puis la musique de la Légion étrangère que vous voyez défiler tous les ans au 14 juillet. Vous avez devant vous la physionomie de la Légion étrangère. Je vous laisse regarder, je ne commande pas.
Alors en haut à gauche, vous avez un petit extrait d'un très vieux chant de la Légion étrangère qui résume bien cette diapositive. Donc j'ajoute que nous avons recruté cette année 1450 légionnaires, âgés de 17 ans à 39 ans, étrangers ou français. Nous avons besoin, pour que le modèle Légion étrangère fonctionne, nous avons besoin d'engager de jeunes Français également. Avec un âge moyen de 24 ans, 245 et de 145 nationalités différentes, de tous milieux sociaux. Il y a 2 semaines, j'ai recruté pour le général un candidat de 34 ans, médecin urgentiste, qui manifestement souhaitait changer de vie. Voilà, donc on a vraiment des profils extrêmement variés. Le taux de sélection utile, il est de 1 pour 4. Et donc ces candidats rejoignent le 4e régiment étranger, l'école de la Légion, où ils vont effectuer leur formation initiale et ensuite rejoindre un régiment des forces. Cette Légion étrangère, elle est en permanente évolution et s'inscrit pleinement dans la transformation de l'armée de terre. Je cite très rapidement, parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, le renforcement de nos 2 régiments outre-mer, avec la création d'une section génie à l'été 2024 au 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane, une section d'aide à l'engagement débarqué et une section génie au 5e régiment étranger à Mayotte, et puis la création et la montée en puissance des sections mortiers lourds dans nos 3 régiments d'infanterie. Mais pour parler le mieux possible, ou montrer le mieux possible cette Légion aujourd'hui, je vous laisse la découvrir en images. Voilà, ce clip s'arrête sur l'image d'un candidat qui s'apprête à entrer dans le fort de Nogent. Et donc, je l'ai dit en introduction, si on est ici aujourd'hui, c'est aussi pour parler de Noël. Noël à la Légion. Alors avant de parler de Noël, je vais vous parler de tradition. Vous avez tous entendu parler de Cameron, ce combat du 30 avril 1863, devenu le modèle pour toute la Légion étrangère, car on y retrouve toutes les vertus militaires qu'il magnifie, le culte de la mission, la valeur de la parole donnée, la fidélité au chef, même au-delà de sa mort. Et puis on a une autre très grande fête qui est Noël. Depuis la Première Guerre mondiale, Noël est devenu peu à peu une fête de la Légion, fête de la famille et de l'espérance. L'espérance qui correspond à ce qu'est venu chercher un légionnaire en s'engageant dans les rangs de la Légion étrangère, quitter un monde qu'il voulait fuir et espérer vivre autrement. Cette fête, elle a trouvé un écho particulier chez nous, parce que la notion de famille s'étend également à celle de frères d'armes. En effet, pour les légionnaires, surtout les plus jeunes, la Légion devient leur famille de substitution. Ce qui explique que dans la nuit du 24 au 25 décembre, partout où les légionnaires se trouvent, dans leur cantonnement ou en mission, les portes des quartiers se ferment et nous fêtons Noël avec nos légionnaires. L'article 2 du Code d'honneur du légionnaire rappelle « Chaque légionnaire est ton frère d'armes »
quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. On parle bien d'une famille légion. Et donc, cela n'aura évidemment aucun sens de proclamer que nous sommes une grande famille si nous laissions seul un légionnaire le soir de Noël. Et donc le 24 au soir, les officiers de Légion et les sous-officiers qui sont autour de vous ne seront pas en famille chez eux, ils seront avec leurs légionnaires au quartier le 24. Voilà, cette fête, alors vous voyez quelques photos d'illustration de Noël à la Légion. Cette fête fait donc l'objet d'activités bien particulières, des challenges sportifs, des veillées, enfin une veillée animée par des sketchs, la distribution des cadeaux, c'est généralement le capitaine qui remet un cadeau à chacun de ses hommes, la visite aux légionnaires hospitalisés, un concours de crèches, ces crèches qui sont de véritables chefs-d'œuvre éphémères, où les talents insoupçonnés, l'imagination, la créativité et la sensibilité des âmes des légionnaires de toute ancienneté s'expriment en fabriquant, à partir de rien, de véritables reconstitutions historiques et culturelles, sous forme de maquettes, parfois animées et sonorisées, ou de tableaux vivants. Vous en aurez un exemple tout à l'heure. Le point commun de ces crèches est le sacré, la fraternité d'armes, l'intime d'une histoire personnelle. Voilà, c'est ce que vous allez voir. Vous pourrez mesurer le travail des légionnaires, le travail que réalisent les légionnaires dans tous les régiments de Légion pour Noël. J'en ai terminé, je suis disponible pour répondre à vos questions. Bonjour mon colonel, Mathieu Rabéchaud de l'AFP. J'ai plusieurs questions liées au recrutement et à la rétention. Ces dernières années, il y a eu des taux de rétention dans l'armée de terre, notamment qui ont un peu baissé. Est-ce qu'il y a eu la même tendance au sein de la Légion? Et le recrutement par zone géographique au sein de la Légion a-t-il évolué ces dernières années? Je pense notamment au monde slave. Est-ce que vous avez moins de recrutement notamment de Russes ou d'Ukrainiens? Alors, deux questions. Alors, je vais juste vous demander de préciser ce que vous entendez par rétention. C'est un terme qu'on n'emploie pas. Non, alors globalement, les tendances à la Légion sont à peu près les mêmes que dans l'armée de terre. On n'a pas constaté une diminution de la fidélisation de nos légionnaires. L'objectif pour nous, c'est qu'un légionnaire serve à minima 8 ans à la Légion étrangère. Pour votre deuxième question, la répartition géographique, oui, il y a une évolution. Dans les années 50, la Légion étrangère était constituée à 90% d'Allemands. Dans les années 80, c'était 60 ou plus de Britanniques. On a eu une grande vague d'Europe de l'Est dans les années 90 et début des années 2000. Aujourd'hui, les grandes tendances, c'est Népal, Brésil, Colombie. Voilà, c'est les 3 nationalités dominantes qui viennent s'engager à la Légion étrangère. Voilà, si j'ai répondu à... Oui. Incident sur le conflit en Ukraine, sur le recrutement de ces nationalités. Alors, le général Komle est évidemment en accord avec l'armée de terre, a décidé en 2022 qu'on ne recruterait plus de Russes ou d'Ukrainiens. Donc nous avons toujours des Russes et des Ukrainiens au sein de la Légion étrangère, mais nous ne recrutons plus de Russes et d'Ukrainiens depuis le début du conflit. Bonjour mon colonel, Franck-Alexandre Daréfi. Quelle est la part des Français chez l'équipe Blanc? Et y a-t-il l'ambition de renforcer la présence de l'équipe Blanc français? Alors la part des Français, elle est environ de 10%, 10-12%. Le modèle idéal pour nous, c'est 20%. Voilà, donc c'est un objectif qu'on ne remplit pas, on est légèrement en dessous de la barre. Voilà. Pour que ce modèle d'amalgame fonctionne bien, vous comprenez que dans une section, il est important d'avoir des Français ou des francophones qui soient capables d'aider leurs petits camarades qui ne parlent pas un mot de français. Nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. C'est à vous. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce point sur les opérations par ce qui aujourd'hui intéresse le plus les Français, le cyclone Chido. Donc, le 14 décembre 2024, Mayotte a été frappée par le cyclone Chido, causant des dégâts considérables. Pour venir en aide à la population, le Premier ministre annonce l'envoi de renforts, notamment en provenance de La Réunion et de l'Hexagone. Tous les moyens disponibles des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FASOL, ont été mobilisés ou mis en alerte
pour être en mesure de répondre aux sollicitations préfectorales, contribuer aux opérations de secours et répondre aux besoins urgents. Des moyens militaires de l'Hexagone sont venus renforcer le dispositif déployé localement. Les moyens militaires ont été placés sous le contrôle opérationnel du commandement des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Leur mission s'inscrit au sein d'un dispositif cohérent, dirigé localement par le préfet de la zone et coordonné à l'échelon central par la cellule interministérielle de crise. Depuis le 15 décembre, l'action des armées comporte 3 volets. Premièrement, la mise en place d'un pont aérien et maritime. Ensuite, la mise en place d'un hub logistique. Et enfin, le concours aux opérations d'assistance à la population sur réquisition des autorités civiles. Alors, parlons d'abord de ce pont aérien et maritime. Il est réalisé pour le pont aérien à 2 niveaux. D'une part, un pont d'acheminement stratégique qui est réalisé en A400M depuis la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy vers Mayotte et La Réunion. C'est 1 A400M par jour qui décolle de l'Hexagone. L'objectif est d'envoyer les secours, leur matériel, ainsi que de prépositionner du fret, notamment humanitaire, tel que des vivres et de l'eau potable. Ainsi, à l'heure où je vous parle, ce sont 6 A400M qui ont décollé de l'Hexagone et assuré l'acheminement de personnel et de fret. Alors très concrètement, au travers d'une cinématique de 5 jours sur une boucle qui implique jusqu'à 5 A400M simultanément, chaque avion est optimisé et réalise jusqu'à 3 atterrissages sur Mayotte afin de venir en aide aux populations avant leur retour sur Orléans. Donc un premier décollage de Orléans-Brissy vers Djibouti, ensuite un second décollage vers Mayotte ou La Réunion, ensuite 2 allers-retours pour un retour enfin de La Réunion ou de Mayotte vers la métropole. Le pont maritime, pour sa part, est assuré par le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain. Ce dernier a appareillé lundi et est actuellement en transit vers Mayotte avec à son bord du fret médical, de l'eau et plus de 100 tonnes de vivres. Il est arrivé ce matin même au port de Longoni. Il y a aussi la mise en place d'un hub logistique. Alors en parallèle de ce premier pont aérien, il y a un véritable hub logistique qui a été mis en place sur la base aérienne 181 de La Réunion, le lieutenant Roland Garros, permettant d'accueillir et de livrer le fret ainsi que les renforts venus de l'Hexagone. Des rotations locales, une boucle arrière, une boucle avant entre La Réunion et Mayotte, est assurée à la fois par 2 avions CASA des forces armées de la zone sud des océans Indiens, plus un A400M qui est resté sur place. C'était le premier A400M qui avait décollé durant ce week-end. Chaque A400M est en provenance d'Orléans. Elles permettent ainsi de délivrer rapidement des vivres, du matériel et du personnel. À l'heure actuelle, sur cette boucle avant, ce sont 11 rotations qui ont été effectuées entre La Réunion et Mayotte. C'est plus de 150 passagers et un peu plus de 100 tonnes de fret. Le concours aux opérations d'assistance à la population sur réquisition des autorités civiles, c'est bien le 3e volet de cette action des armées. Donc, ces opérations sont menées à terre par les FASOI et plus particulièrement par le 5e RE et aussi le régiment du service militaire adapté qui est sur place. Leur mission, eh bien, c'est évaluer les dégâts, désenclaver les zones isolées, rétablir les infrastructures essentielles, la praticabilité des axes et surtout participer aux opérations de distribution d'eau et des vivres. Les évacuations sanitaires à destination de La Réunion sont aussi réalisées par les avions militaires. Actuellement, c'est une 40aine de personnes qui ont été évacuées par le service de santé des armées en direction des hôpitaux de La Réunion. Comme vous pouvez le constater, donc, les armées contribuent aux opérations de secours au plus proche de la population. Elles sont engagées en fonction de leurs capacités. On passe au reste du point sur les opérations, commençant par la Corse, où il y a eu la visite donc, du pape François à Ajaccio. C'était le 15 décembre. À l'occasion de la visite du pape François, les armées ont apporté une contribution d'ampleur en appui du dispositif déjà déployé par les forces de sécurité intérieure afin de participer à la sécurisation de cet événement qui est assez exceptionnel. À Ajaccio, au plus proche de la population, c'était 2 sections du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi qui ont été déployés au titre de l'opération Sentinelle. En mer, c'est un dispositif particulier de sûreté maritime qui a été assuré par la Marine nationale
et dans les airs, un dispositif particulier de sûreté aérienne qui incluait des capacités de lutte anti-drone qui a mobilisé un ensemble d'avions de l'armée. On passe au flanc oriental de l'Alliance avec les activités de coopération opérationnelle. Tout d'abord en Estonie. Donc déployée depuis le 1er octobre, il y avait la compagnie d'infanterie légère, et bien elle a clôturé son mandat cette semaine. Lors de leur déploiement, les chasseurs alpins ont participé à de nombreux exercices bilatéraux permettant de consolider la coopération entre les forces françaises et estoniennes dans le cadre de cette relation privilégiée. Ce déploiement illustre la capacité des armées françaises à renforcer leur présence sur le flanc est de l'Europe. Déployés dans le cadre de la mission Enhanced Air Policing, EAP de l'OTAN sur la base aérienne de Siolai en Lituanie, les 4 Rafales réalisent des missions d'entraînement interalliées en alternance avec les missions de police du ciel sur alerte réelle ou simulée. Le 13 décembre, après un décollage sur alerte, les Rafales ont intercepté un aéronef russe, Ilyushin 18, au large de l'Estonie. On passe au soutien militaire à l'Ukraine, puisque dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne EUMAM à l'Ukraine, la France continue la formation de militaires ukrainiens, notamment en Pologne. Cette semaine, le détachement français a réalisé plusieurs stages au profit de chefs de groupe ukrainiens. C'est une formation qui prend fin la semaine prochaine et qui a permis le partage d'expériences précieux entre les Français et les Ukrainiens. Passons maintenant à la zone proche et Moyen-Orient. Tout d'abord avec le groupe aéronaval qui est articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle. Il poursuit son déploiement en Méditerranée orientale. Il contribue ainsi à la liberté d'action de la France ainsi qu'à un espace méditerranéen libre, stable et prospère. Sa présence vient aussi appuyer la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Alliance. De plus, une frégate, toujours déployée au plus proche de la côte libanaise avec cette même mission. Un petit peu plus au sud, on revient suite au sauvetage de l'équipage de l'Isa Star. La frégate française a repris ses accompagnements en mer Rouge et dans le golfe d'Aden dans le cadre de l'opération européenne Aspides. On passe maintenant au Liban où la FCR, la Force Commander Reserve de la FINUL, poursuit ses patrouilles et continue d'apporter son soutien aux forces armées libanaises, les FAL. La FCR assure quotidiennement la liberté de manœuvre des contingents de la FINUL sous 3 aspects. Grâce aux missions de reconnaissance à proximité de la Blue Line, à l'accompagnement des FAL ou encore à l'ouverture des axes et des lieux de passage dans l'ensemble de la zone d'opération. Au cours de ces patrouilles, plusieurs mines anti-chars installées sur les axes logistiques majeurs ont notamment été détruites. On passe maintenant à la Corne de l'Afrique où les forces françaises stationnées à Djibouti ont conduit de novembre à décembre une séquence d'entraînement au parachutisme au profit du GIGN de Djibouti. Cette formation a débuté au sol, puis s'est poursuivie par une phase pratique de 6 sauts menés à partir d'un avion de transport tactique CASA des FFDJ. Cet entraînement continu des FFDJ aux côtés des forces de sécurité djiboutiennes menées tout au long de l'année contribue à renforcer la protection du territoire djiboutien. On passe maintenant à l'Indo-Pacifique, puisqu'à la suite du séisme qui a frappé le Vanuatu le 17 décembre, la France se tient aux côtés des autorités vanuataises afin de contribuer aux opérations de secours. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie, les FANC, participent à l'assistance aux populations en coordination avec la cellule d'aide d'urgence régionale du Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Le 18 décembre, c'est un Falcon 200 Guardian qui a effectué une mission de reconnaissance au-dessus de Port Vila, au Vanuatu. Ensuite, un hélicoptère Puma et un avion CASA ont été mobilisés pour transporter des renforts, des effectifs de la sécurité civile, de coordination logistique et de gestion de crise, ainsi que des renforts diplomatiques. Et ils ont amené également du fret prioritaire. Ce sont plus de 3 tonnes de matériel, d'eau et de rations. On passe maintenant à la zone anti-Guyane. En Guyane, les forces armées de Guyane, les FAG, sont toujours mobilisées en soutien aux populations touchées par la sécheresse qui a entraîné la baisse du niveau de l'eau dans la région. La situation est revenue à la normale dans la zone est. En revanche, sur le fleuve Maroni, malgré une légère amélioration, le niveau des eaux reste bas, rendant le ravitaillement aérien toujours indispensable. À ce jour, depuis le début de la crise en octobre, la mission Orsec, Organisation des secours eau, a totalisé 69 vols et permis la livraison de plus de 180 tonnes de fret. En parallèle, les FAG poursuivent
poursuivent leurs opérations de lutte contre les trafics illicites sur le territoire national. Ils continuent leur engagement dans la lutte contre l'orpaillage illégal, où les failles, en appui toujours des gendarmes, effectuent des patrouilles depuis leurs emprises militaires. La lutte contre la pêche illicite se poursuit également avec l'opération Mokaran. Voilà, ceci conclut ce point sur les opérations. Je suis prêt à répondre à vos questions. Colonel, le ministre a annoncé hier le déploiement d'un hôpital de campagne par un avion Antonov. Avez-vous des éléments sur cet hôpital? Quand est-ce qu'il sera opérationnel? Quelles sont ses capacités? Par qui sera-t-il armé? Merci, M. Rajo, pour cette question. Alors, l'hôpital de campagne, c'est un hôpital qui, effectivement, est déployé par Antonov 124, qui va décoller aujourd'hui de France pour arriver demain, normalement, à Mayotte. Alors, pour donner la description, ça prend à peu près la place de 2 terrains de tennis. Ce sont plusieurs unités, donc c'est l'ensemble des moyens qui se trouvent dans un hôpital. C'est-à-dire il y a des lits d'hospitalisation, une capacité chirurgicale, une capacité d'accueil d'urgence et puis une capacité de soins. Donc cette unité va être mise en œuvre par le personnel de la sécurité civile et au sein d'un avion affrété par l'armée de l'air. Cet avion ne comportera pas uniquement ces éléments-là, puisqu'il portera également du fret de première urgence et notamment des capacités d'hébergement d'urgence. Donc ce sont des 5 unités de 150 places. Donc c'est des unités qui permettent un hébergement d'urgence, 5 fois 150, y compris la capacité hygiène. Donc c'est pas uniquement des couchages. 5 fois 150. Et ça s'ajoute aux capacités qui sont déjà sur place, qui étaient mises en place en amont de la catastrophe, hein, que ce soit à La Réunion et à Mayotte. Mon colonel, bonjour, Eric Saintas, France Télévisions Outre-mer. Les rotations depuis Bricy vers Mayotte se continuent sur un calendrier précis ou c'est en fonction de ce qui se passe? Est-ce qu'on sait déjà si, jusqu'à la période du 31 décembre, des rotations quotidiennes seront effectuées depuis Bricy? Merci pour cette question. Je rappelle que l'organisation des secours est à la main du préfet et remonte vers la cellule interministérielle de crise. Les armées qui ont été mobilisées, c'est dans une situation d'urgence, au moment où les services de l'État n'étaient pas en mesure sur place de répondre aux besoins de l'urgence. À ce stade, il a été décidé, tant que nécessaire, d'avoir un avion par jour, tant que les services de l'État ne pourront pas se remettre en place. Ceci peut être arrêté à tout moment, à partir du moment où on aura une capacité de desserte sur l'île de Mayotte avec des affrétés, enfin des avions civils qui peuvent effectuer le même type de mission et donc laisser aux armées la possibilité de revenir sur le cœur de leurs opérations, puisque par ailleurs nous avons d'autres engagements. Donc rien n'est encore gravé et c'est à la demande de la préfecture, sous l'arbitrage de la cellule interministérielle de crise et en fonction des capacités des armées. Une autre question concernant l'aéroport de Mayotte. Des effectifs de l'armée de l'air sont-ils déployés pour assurer la remise en état de la tour de contrôle ou est-ce que c'est géré directement par la DGAC et à quel horizon peut-on espérer la remise en état pour les vols civils et notamment les vols de nuit? Alors, du personnel de l'armée de l'air avait été déjà mis en place en amont du passage du cyclone afin de pouvoir immédiatement expertiser les dégâts et évaluer les travaux nécessaires à la remise en œuvre, à la remise en service de cet aéroport. Donc dans les médias aujourd'hui, ce sont des contrôleurs militaires qui assurent un intérim dans l'urgence qui permet aux avions militaires de pouvoir se poser 2 jours. Une fois que le système d'approche de nuit va être remis en service, eh bien, ça sera également des atterrissages de nuit qui seront permis pour les avions militaires. Et puis une fois que les capacités de transmission et les capacités de contrôle, donc les éléments on va dire, indispensables à la sécurité aérienne seront rétablis. Ce sont des avions civils qui pourront venir de jour et de nuit dans tout type de conditions météo.
Donc les contrôleurs militaires qui sont sur place n'ont pas vocation à rester effectivement éternellement. Sur le rythme actuel de remise en service de l'aéroport, je vous invite à vous retourner vers les services du préfet localement, puisqu'effectivement c'est pas l'armée de l'air qui va remettre en service, mais c'est bien la DGAC. Bonjour, Renaud Parquet, je suis journaliste indépendant. Je voulais savoir si éventuellement l'armée avait été sollicitée pour venir en aide aux forces de l'ordre sur place, parce qu'on parle hypothétiquement de multiplication des pillages. Alors, sur le territoire national, le respect de l'ordre relève des forces de sécurité intérieure et donc du ministère de l'Intérieur. Sur réquisition, il est possible que les armées soient sollicitées. À ce stade, ça n'a pas été encore le cas. Donc les armées sont essentiellement sur une mission ils sont là pour désenclaver les routes. Actuellement, il y a une distribution de matériel et d'eau. On est aux ordres dans un dialogue interministériel entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées. Bonjour, Sophie de Courtivron pour le magazine Engagement. Je voulais savoir si depuis quelques années on observait une tendance dans les opérations de la Légion plus vers de l'humanitaire plutôt que de la défense pure et simple du territoire français. Est-ce qu'il y a une évolution? Alors là, je vais peut-être céder la parole au chef d'état-major de la Légion étrangère. En fait, la Légion étrangère n'est pas une armée à part. Et donc, en fait, elle reçoit les mêmes missions que le reste de l'armée de terre. Et donc, non, il n'y a pas d'évolution spécifique. Et si évolution spécifique il doit y avoir, ce sera dans le même rythme ou au même rythme que le reste de l'armée de terre. Voilà. Merci à vous tous d'être venus. Nous vous donnons rendez-vous maintenant pour la visite, bien évidemment, qui est attendue. Et puis on se retrouve pour le point presse en salle Koenig à Ballard le 9 janvier. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.